Il y a dans l'histoire africaine des éclairs subits qui frappent le ciel au moment où personne ne les attend. Des instants où un homme surgit, non pas comme un individu isolé, mais comme la matérialisation brutale d'un long cri étouffé. Ibrahim Traoré appartient à cette catégorie d'apparitions qui dérange l'ordre établi, non parce qu'il parle fort, mais parce que sa simple existence contredit 40 ans d'ingénierie politique néocoloniale. Dans un continent habitué à voir ses héros disparaître tragiquement, la montée fulgurante d'un capitaine de 34 ans provoque à la fois fascination, inquiétude et panique silencieuse. Voici le premier coup. Un jeune soldat issu d'un pays enclavé et parmi les plus pauvres du monde devient en quelques semaines l'un des dirigeants les plus suivis d'Afrique. Il y a une silhouette capable de faire trembler les ambassades, les chancelleries, les bases militaires et les multinationales qui considéraient le Sahel comme leur chasse gardée. Le deuxième coup, derrière l'image, une question. Pourquoi lui? Pourquoi ce moment précis? Pourquoi son discours, souveraineté, dignité, rupture, réveille-t-il immédiatement les fantômes de Sankara, Lumumba, Cabral, et surtout, pourquoi son apparition semble-t-elle si dangereuse que certains analystes, diplomates et officiers occidentaux évoquent d'ailleurs déjà l'hypothèse d'un scénario à la Sankara, cette méthode froide et méthodique qui a déjà servi à éliminer ceux qui osaient défier l'architecture coloniale. Le troisième coup, un murmure inquiétant circule dans certaines capitales, un murmure qui n'apparaît dans aucun communiqué officiel, mais qui se lit dans les regards fermés des diplomates et dans les fuites calculées de rapports confidentiels. Le symbole doit être brisé avant qu'il ne devienne un système. Motif central du récit, un symbole isolé meurt toujours, mais un symbole porté par un peuple devient une menace. Et Ibrahim Traoré, qu'on le veuille ou non, porte désormais la mémoire longue d'un continent qui a trop souvent vu ses rêveurs mourir avant d'achever leur œuvre. Si cette histoire mérite d'être écoutée jusqu'au bout, c'est parce qu'elle dépasse de très loin la trajectoire individuelle d'un jeune capitaine. Elle touche au cœur de ce qui maintient certains États africains dans la stagnation depuis 60 ans. La manipulation des élections, le contrôle de la monnaie, l'extraction silencieuse des richesses, la fabrication de dirigeants dociles, l'usage de groupes armés comme instrument géopolitique, la marginalisation de la volonté populaire. Pour la jeunesse africaine, épuisée de voir les mêmes visages vieillir au pouvoir pendant que leur pays s'enfonce dans la pauvreté et que leurs ressources s'envolent vers des places financières étrangères, l'ascension de Traoré est une déflagration psychologique. Elle rappelle que la servitude peut être refusée, que la dignité n'est pas un luxe, que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une question de survie. Mais pour les puissances qui considèrent encore l'Afrique francophone comme leur arrière-cour stratégique, la montée de Traoré représente un danger immense, car il ne critique pas seulement la présence de forces étrangères ou les contrats miniers léonins. Il ose parler de ce qui constitue le pilier central de l'ordre néocolonial, la monnaie, le système CFA, ce mécanisme qui permet de contrôler budget, politique publique et marge de manœuvre étatique. Micro-hook. Dans certaines institutions financières, son nom est déjà associé à un mot-clé extrêmement rare, presque jamais prononcé publiquement, non aligné. Or, les dirigeants africains qui ont porté cette étiquette ont souvent connu un destin tragique. Mais il y a une autre raison profonde d'écouter cette histoire. Elle met à nu le mensonge politique selon lequel les élections suffisent à fabriquer une démocratie. Lumumba rappelle que dans trop de pays africains, les bulletins sont imprimés à l'étranger, parfois prémarqués, et que ceux qui comptent les voix sont plus importants que ceux qui votent. Dans ce contexte de désillusion, les coups d'État de 2022 au Burkina Faso ne relèvent pas d'une dérive militaire, mais du symptôme d'un système qui ne trompe plus personne. Suivre l'histoire de Traoré,
C'est comprendre pourquoi certains peuples célèbrent la chute de leurs dirigeants. C'est aussi comprendre pourquoi, pour la première fois depuis Sankara, une génération entière se demande si un nouveau commencement est possible. Pour saisir la portée de ce qui se joue au Burkina Faso, il faut comprimer 40 ans d'histoire en quelques lignes. Tout commence réellement en 1983, lorsque Thomas Sankara accède au pouvoir. Le jeune capitaine agit comme un séisme. Il refuse les voitures de luxe, interdit les privilèges, condamne la dette comme un instrument d'esclavage moderne, renomme le pays pour rappeler au peuple sa dignité, dénonce la présence coloniale déguisée, impose une gouvernance frugale et tournée vers la justice sociale. Il devient rapidement un symbole continental, un repère moral. Mais en 1987, il est assassiné dans un complot impliquant des acteurs internes et externes. Le Burkina Faso retombe alors dans un cycle long d'obéissance géopolitique. Pendant les décennies qui suivent, les structures politiques se vident de leur substance. Les élections deviennent une mise en scène. Les ressources minières, or surtout, mais aussi manganèse, zinc, uranium, profitent davantage à des multinationales qu'aux Burkinabés. Les dettes se multiplient et avec elles la dépendance. Dans les années 2010, une nouvelle menace surgit, l'insurrection djihadiste. Nourrie par les fractures ethniques, les frontières coloniales artificielles et la faiblesse de l'État, elle s'étend dans le nord et l'est du pays. Des villages sont rasés, des milliers de familles déplacées, l'économie rurale s'effondre. Les gouvernements successifs échouent à endiguer la menace. En janvier 2022, la colère populaire provoque la chute du président Kabore. En septembre 2022, c'est au tour de Damiba d'être renversé, accusé d'incompétence et de compromission. 2 coups d'État en une année ne sont pas un simple événement militaire. Ils sont l'expression d'une rupture historique entre le peuple et ses élites. C'est alors que surgit Ibrahim Traoré. Son discours ne ressemble ni à une communication de crise, ni à un programme électoral. Il parle comme Sankara parlait. Identité, dignité, souveraineté, rupture. Et soudain, dans un pays que beaucoup croyaient qu'à briser, quelque chose se met à vibrer de nouveau. Les rues s'emplissent de foule, les regards changent, les slogans changent. Les posters changent, le pays entier semble murmurer « Sankara n'est pas mort, il revient ». Et c'est ainsi qu'ils se tournèrent vers Traoré. Lorsque Traoré s'installe au pouvoir, 2 routes se dessinent devant lui, chacune lourde de conséquences. La première est la route de la continuité, celle empruntée par la majorité des États postcoloniaux, maintenir les accords militaires avec la France, rester sous le parapluie financier du FMI, utiliser le CFA comme monnaie imposée, coopérer sans discuter avec les partenaires qui impriment les bulletins de vote, supervisent les processus électoraux, protègent les élites en place et maquillent l'échec politique en stabilité institutionnelle. Cette route assure des financements, une forme de paix superficielle et un soutien diplomatique. Mais elle perpétue un mensonge, celui d'une souveraineté fictive. La seconde route est celle de la rupture. C'est la route la plus dangereuse, celle qu'ont empruntée les figures les plus lumineuses, mais aussi les plus brisées de l'histoire africaine. Lumumba, Sankara, Cabral, Nkrumah. Choisir la rupture, c'est décider que la monnaie doit appartenir au peuple, que les richesses doivent nourrir les familles et non les actionnaires étrangers, que les élections doivent refléter la volonté populaire et non les consignes venues de l'étranger, que la sécurité doit être définie par l'État et non sous-traitée à une puissance extérieure. Traoré choisit cette route. Il l'affirme publiquement. Nous refusons d'être les esclaves modernes de qui que ce soit. Mais sa décision n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. Rapidement, un émissaire occidental lui propose un arrangement de stabilité. Maintien au pouvoir, sécurité personnelle, soutien financier, en échange d'un retour progressif à l'ordre établi. Traoré refuse,
Ce refus marque un point de non-retour. À partir de cet instant, il cesse d'être un simple acteur politique. Il devient une menace. Car l'histoire du Sahel montre que les dirigeants qui refusent les arrangements imposés deviennent des cibles. Un pays pauvre peut être abandonné, puni, affamé, déstabilisé. Un dirigeant trop populaire peut être éliminé. Et dans les cercles diplomatiques, une question commence à circuler. Comment gérer le cas Traoré? Cette question, murmurée derrière des portes fermées, marque l'entrée dans une zone de danger réel. Et pourtant, Traoré avance. Il sait que choisir la souveraineté, c'est marcher sur une ligne où chaque pas peut déclencher une tempête. Mais il avance quand même, porté par une conviction que ses prédécesseurs avaient déjà formulée. Un peuple qui se tient debout ne peut pas être écrasé. Le premier temps de la marche de Traoré est une reconstruction intérieure. Il hérite d'une armée démoralisée, d'un État fracturé, d'un peuple exaspéré. Il doit rendre confiance, discipline, vision. Il commence par le terrain. Là où beaucoup de dirigeants africains préfèrent l'avion et les discours, lui choisit les tranchées, les bases avancées, les zones sous pression. Cette présence physique, casque sur la tête, treillis sur les épaules, poussière sur le visage, devient un message. Elle dit « Je vous demande de combattre, mais je suis avec vous ». Ce geste simple, presque banal, transforme instantanément son image. À Ouagadougou, des vidéos circulent. Un capitaine jeune, calme, déterminé, entouré de soldats au regard fatigué mais réconforté. Il restructure la hiérarchie militaire, élimine les doublons, renforce les unités au nord, donne plus de marge de manœuvre aux commandants locaux. Puis, il crée les volontaires pour la défense de la patrie, un corps de civils armés pour défendre leur village. Cette décision est controversée, risquée, mais elle répond à une urgence. L'État n'a plus la capacité de protéger tout le monde. Parallèlement, Traoré lance un discours de sobriété interne. Réduction des dépenses de séance de l'État, limitation des privilèges, lutte contre la corruption, recentrage des investissements sur l'agriculture, l'éducation, les infrastructures essentielles. Les observateurs internationaux le surnomment le Sankara du XXIe siècle. Mais cette sobriété n'est pas seulement morale, elle prépare une confrontation plus vaste. Le deuxième temps commence lorsque Traoré examine les ressources nationales. Le Burkina Faso est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique. Mais plus de 70% des bénéfices échappent au pays. Certains sites miniers sont infiltrés par des réseaux étrangers, parfois liés à des groupes armés. Un rapport confidentiel, celui que Lumumba évoque, révèle qu'une partie de la violence dans le Nord est alimentée par des circuits de financiers bâtis autour de l'or burkinabé. Ce rapport change tout, car il signifie que la guerre n'est pas un chaos naturel. Elle est un mécanisme, qu'elle profite à certains, qu'elle est entretenue et surtout que la fin de l'insécurité priverait beaucoup de monde d'une source de richesse. À partir de ce moment, Traoré comprend qu'il ne peut pas seulement combattre les groupes armés, il doit combattre un système entier. Et cette prise de conscience marque l'entrée dans une confrontation ouverte avec les puissances qui bénéficient de l'instabilité du Sahel. La troisième phase de la trajectoire de Traoré est la plus dangereuse, celle où les pressions intérieures et extérieures convergent pour tenter de le briser. Les attaques terroristes s'intensifient précisément lorsque les relations diplomatiques s'effritent. Les sanctions économiques se multiplient. Les médias occidentaux le décrivent comme un juge suprême de la junte. Certaines ONG parlent d'un dirigeant populiste. Mais dans les rues du Sahel, l'opinion populaire dit l'inverse. Les foules l'acclament. Les visages s'illuminent lorsqu'il prononce des discours sur la dignité. C'est justement ce contraste. Admiration populaire, hostilité internationale qui fait monter la tension. Micro-hook, des notes diplomatiques internes, jamais publiées, évoquent la nécessité d'empêcher la consolidation du régime.
Une expression qui rappelle terriblement le sort réservé à Sankara dans les années 80. Mais Traoré continue. Il annonce une décision historique, la sortie progressive du CFA. Depuis 1945, aucune tentative de rompre avec le système monétaire colonial n'a été acceptée sans réaction violente. Le simple fait d'en parler déclenche un séisme. En parallèle, il pousse l'Alliance du Sahel vers une union réelle. Doctrine de défense commune, partage des ressources, création d'un cadre migratoire et commercial commun, négociation groupée de contrats énergétiques. Ces mesures renforcent la souveraineté régionale mais augmentent aussi la panique au sein des partenaires traditionnels du Sahel. Car une intégration régionale souveraine signifierait la fin du modèle néocolonial. Puis arrive l'acte le plus décisif, la doctrine de souveraineté totale. Traoré affirme que le Burkina Faso ne sera plus une sous-traitance de puissances étrangères, que les ressources, les frontières, la monnaie, la sécurité et la diplomatie doivent être décidées par le Burkina Faso seul. C'est le sommet de son affrontement avec l'ordre mondial. Et c'est aussi l'instant où certains signalements au sein d'agences occidentales mentionnent des risques extrêmes associés à sa survie politique. Le quatrième temps est un point de bascule. Si Traoré poursuit sur cette route, il redéfinit le Sahel. S'il tombe, cela enverra un message terrible. Aucun Africain ne doit oser défier l'ordre impérial. C'est le cœur du drame. La vague de réaction qui suit ces déclarations est sans précédent. Au Burkina Faso, Traoré est salué comme un libérateur. Au Mali et au Niger, il est accueilli comme un frère de lutte. En Guinée, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, des milliers de jeunes reprennent ses discours, les partagent, les convertissent en symboles. Dans certains États africains fragilisés, les gouvernements s'inquiètent. L'exemple burkinabé pourrait redonner au peuple l'idée qu'ils peuvent reprendre leur destin en main. Les chancelleries occidentales, elles, deviennent nerveuses. Certaines dénoncent la militarisation du pouvoir. D'autres évoquent une dérive autoritaire. Les médias internationaux oscillent entre admiration et condamnation. Mais le plus révélateur est ailleurs. Un motif déjà connu ressurgit, celui du symbole devenu trop puissant. Lumumba l'a dit, plus un leader incarne l'espoir d'un peuple, plus ceux qui perdent leur influence autour de lui cherchent à l'abattre. Et au cœur du Sahel, ce motif prend une force nouvelle. Le peuple burkinabé semble prêt à protéger son symbole. Le cas Traoré révèle une vérité qu'aucune puissance ne peut ignorer. Même un petit État, pauvre, enclavé, peut remettre en cause les piliers d'un système mondial s'il ose briser les chaînes invisibles qui l'enferment. En s'attaquant au CFA, en expulsant des forces étrangères, en redéfinissant ses alliances géopolitiques, en exigeant une gouvernance réellement souveraine, Traoré expose les contradictions profondes de l'ordre international. Son exemple pourrait inspirer d'autres pays, mais il pourrait aussi déclencher une contre-offensive violente des forces qui refusent de perdre leurs privilèges. La question centrale demeure, assistons-nous à l'aube d'un nouvel ordre africain ou à la préparation d'un nouvel assassinat politique? L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un continent qui tente une nouvelle fois de se lever, malgré les trahisons, les assassinats, les complots, les chaînes monétaires et les humiliations accumulées. Un symbole ne peut vivre que si un peuple le porte, et le peuple burkinabé aujourd'hui semble déterminé à porter le sien. Si cette histoire t'a touché, laisse un mot, un ressenti, une pensée. C'est ainsi que les idées survivent. Si tu crois que cette vérité mérite d'être entendue, partage-la, pour qu'une personne de plus comprenne que l'Afrique a encore de l'avenir. Et si tu veux suivre les prochains chapitres, car la bataille ne fait que commencer, abonne-toi, reste présent. La suite sera décisive. Et elle s'écrit déjà.